Bonjour, enfin bonsoir, c'est Henri Navalone. Buonasera, sono Henri Navalone. Stasera la domanda riguardo un argomento che trovo molto interessante. Ce soir, la demande concerne un sujet que je trouve très intéressant. C'est quelle est la différence entre une thérapie d'ordre psychologique e un travail de méditation. La domanda è qual è la differenza fra un lavoro di terapia psicologico o un lavoro, diciamo, di méditation. Et bien sûr, la personne qui m'a posé la question se réfère à la situation compliquée que nous traversons actuellement. Perciò la persona che mi ha fatto la domanda si è riferita alla situazione estremamente complessa che attraversiamo adesso, il faut que j'arrête de taper sur le gong, e che e diciamo particolarmente il fatto che c'è un mare di gente che sta male e diciamo che i psychologues sono sempre più sollicitati. Donc, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal et que les psychologues sont de plus en plus sollicités. Donc, de nouveau, quelle est la différence entre un travail, une thérapie psychologique ou un travail de méditation? Alors, je vais commencer par la méditation. Comincio con la meditazione. Parce que si vous voulez, la méditation consiste traditionnellement dans le fait de pacifier son mental. C'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire installer la paix dans son mental. Tradizionalmente la definizione che viene data alla meditazione è che consiste a pacificare il mentale, perciò a portare la pace nel mentale. Et je le dis souvent, mon expérience, bon, j'ai commencé mon cheminement par une recherche en méditation, ho cominciato il mio cammino attraverso una ricerca in meditazione. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps, de pouvoir me retirer du monde à certaines époques. J'ai fait pendant 7 ans, 5 mois par an de méditation. Durante 7 anni ho fatto 5 anni di durante 5 anni ho fatto 7 anni, ho fatto 5 mesi di ritiro et j'arrivais vraiment à des états de paix importants avec les années. J'étais étudiant à l'époque e sono arrivato, mentre stavo studente, potevo fare questo, a realizzare uno stato di pace importante. Et pourtant, je retournais dans le monde parce que moi, je n'ai jamais fait de la méditation pour me retirer du monde. C'était toujours pour avoir plus d'atouts pour rayonner dans le monde à tous les niveaux de la vie. Io non ho mai fatto meditazione per ritirarmi dal mondo, ma il mio scopo è sempre stato di essere più aperto, più dinamico e più efficiente nel mondo. Et je me rendais compte que je me souviens une fois, j'avais une 2 chevaux à l'époque, et je rentre à la maison, j'avais 67 km à faire, on va dire, du centre de méditation à chez moi. Tutto il resto erano sopra, et je me disais, je ne suis pas sûr que ce soit très, très confortable cette situation. Avevo un po' di dubbi sul fatto che questo tipo di situazione sia confortabile. J'ai pourvu pas d'accident. Bah, au moins, il y avait moins de risques, mon corps n'était pas dans la voiture, donc il ne me serait pas arrivé grand-chose. Mais la voiture, j'y tenais, quoi. Mi dicevo, spero di non avere un incidente, ma in ogni modo, come il mio corpo non era dentro, non c'era molto rischio per il corpo, ma per la macchina sì, e ci tenevo. Voilà, donc... Alors ça, c'était bien sûr un effet, on va dire, différent de celui qui est recherché par la méditation. Tradizionalmente, questo è un effetto diverso di quello che normalmente ricercato dalla méditation. Donc parfois, on a des surprises dans son cheminement méditatif. Alcune volte
ci sono delle sorprese nel cammino meditativo e donc, si vous voulez, je n'avais pas appris à l'époque à ramener l'énergie dans le corps. Non avevo imparato a questa epoca a riportare l'energia nel corpo. C'est pour ça, si vous voulez, maintenant que j'insiste tellement sur le travail avec les cellules et le fait que toute l'énergie de l'univers que l'on va chercher, on la ramène dans le corps. E una ragione per quale adesso insisto tanto sul fatto che il lavoro è di riportare l'energia nel corpo fisico e che tutta questa energia che è qua per noi si tratta di andare a cercarla e riportarla nel corpo. Et donc, et puis je rentrais à la maison et puis 15 jours après, j'avais perdu totalement mon état de paix. Tornavo in casa e dopo di 15 giorni avevo totalmente perso il mio stato di pace. Peut-être pas complètement, mais si vous voulez, le gain au bout de 3 mois de retraite, la perte de gain au bout de 15 jours des 3 mois de retraite était vraiment très importante. Chiaramente non perdevo tutto, ma la perdita di progressi dopo di 15 giorni che seguiva i 3 mesi di ritiro era considerevole. Et donc, ça m'a vraiment questionné sur comment est-il possible qu'un travail aussi intense, aussi assidu, parce que je parlais avec les autres, puis ça se voyait, je n'étais pas le seul dans cette condition. Qu'est-ce qui cloche dans le travail de méditation? E chiaramente non ero l'unico che viveva questo, avevo degli amici che stavano con me e perciò la domanda era che cosa non funziona in questo lavoro di meditazione. Bon, évidemment, avec le temps, la réponse est arrivée, c'est-à-dire que il m'est apparu de plus en plus évident qu'on ne pouvait pas séparer le mental du sentimental, mais mis à part in modo sempre più evidente che non si poteva separare il mentale dal sentimentale. Si vous voulez, le mental et le sentimental sont les deux côtés d'une même pièce de monnaie. Il mental e il sentimentale sono le due facce di una moneta. Et notre psyché, ou notre âme, est polarisée en masculin, en féminin. E la nostra psiche, che alcuni chiamano l'anima, è polarizzata in maschile e femminile. Donc, si vous voulez, notre sentimental est féminin et notre mental est masculin. Il nostro sentimental est féminino et il nostro mental est maschile. Et si vous travaillez uniquement avec le mental, eh bien, vous n'arriverez à aucun résultat parce que l'émotionnel est plus puissant que le mental. Et c'est pour ça qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'émotionnel reprend le dessus et, on va dire, annule les efforts que vous avez faits sur un plan mental parce que le mental et le sentimental se renvoient l'un l'autre, ils se font miroir l'un l'autre. Hein? E allora il mentale e il sentimentale si rispecchiano uno altro e perciò che dopo di poco tempo il sentimentale riprende la direzione dell'operazione. En fait, le mental est essentiellement une caisse d'enregistrement de ce qui est vécu par l'émotionnel. In realtà il mentale è una cassa di registrazione o di ripercussione di ciò che è registrato dall'emozionale. Et donc, j'en suis venu tout naturellement à privilégier le travail émotionnel par rapport au travail du mental, parce que l'émotionnel è più lourd che il mental e perciò sono arrivato a privilegiare il lavoro dell'emozionale per dopo permettere l'armonizzazione del mentale.
pour moi, l'harmonisation du mental passe par la résolution de nos nœuds émotionnels. Permet, come l'ho detto, la risoluzione, il lavoro del mentale passa da una risoluzione dei nodi emozionali. Et si vous voulez, c'est une raison pour laquelle, dans les stages de méditation Merkaba Matrimondir, eh bien, on travaille sur 3 jours de stage, 2 jours sont consacrés au nettoyage émotionnel. E la ragione per quale durante i seminari di meditazione Merkaba Matrimondir, ogni seminario è preceduto di, i 2 primi giorni di ogni seminario sono, diciamo, riguardano un lavoro emozionale et cela débouche sur une clarification de plus en plus grande du mental. E questo porta a una clarificazione sempre più grande del mentale et aussi à une vraiment, on pourrait dire que l'émotionnel, ce sont les racines du mental. Potrei dire che l'emozionale sono le radici del mentale et que si on ne travaille pas sur l'émotionnel, eh bien, notre jardin mental est tellement rempli de mauvaises herbes qui envahissent tout qu'on est dans le marasme et la confusion la plus totale. E se non facciamo questo lavoro emozionale, il giardino del nostro mentale è invaso tanto dalle erbe e dai parasiti che il mentale diventa un campo di battaglia e totalement dominato dal caos. Voilà, donc, et alors si vous voulez, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, pour moi, le vrai travail sur le mental exige un travail sur l'émotionnel. Perché dico questo? Perché per me un vero lavoro sul mentale implica un lavoro sull'emozionale et qu'il n'y a pas de méditation sans travail sur l'émotionnel. E perciò non c'è nessun tipo di meditazione valida senza un lavoro sull'emozionale. Si vous voulez, ça m'a toujours frappé, par exemple, dans les écoles bouddhistes, qu'il y a des jeunes moines qui vont passer toute leur vie dans l'école et à qui on raconte que à la fin de leur vie, ils vont revenir parce qu'ils n'auront pas résolu grand-chose, c'est leur karma. Mais alors je me dis, mais à quoi ça sert de passer la vie dans une comme moine si à la fin il n'y a pas un minimum de garantie qu'on aura pacifié le mental? Et ça, c'est en lien avec les racines émotionnelles non résolues. Mi sono sempre chiesto come è possibile che in alcuni monasteri buddisti ci sono dei monaci che arrivano da bambini che passano tutta la loro vita così, a chi si dice che probabilmente non arriveranno a un grande progresso, questo è il loro karma, ma per me il problema non è il karma, il problema è l'inefficienza dei metodi che vengono comunicati. Et si vous voulez, pour moi, on va dire que le manque, on va dire, d'efficacité des outils proviennent de ce que travailler, encore une fois, le mental sans descendre dans son domaine émotionnel, ça ne donne aucun résultat et perciò per me se uno fa un lavoro mentale senza scendere nelle radici emozionali, i risultati sono molto limitati. Alors évidemment, quand on parle de conseiller aux gens un chemin de résolution, et particulièrement dans les époques difficiles comme celle que nous vivons, où les gens ont tellement de peur,
un travail purement mental, pour moi, ne suffit pas. Perciò dicevo che risolvere le paure attraverso un cammino puramente mentale non è consigliabile in questa época dove la paura è talmente gigante, parce que la peur, de toute façon, a ses racines dans l'émotionnel, perché la paura ha le sue radici nell'emozionale. Si vous voulez, les gens qui ont, si vous voulez, toutes les peurs sont concentrées dans la peur de la mort. Tutte le paure sono concentrate nella paura della morte. Un jour, j'étais un peu découragé. Je travaillais avec Colette à Jérusalem, mon enseignante magnifique de l'époque et de rêve éveillé, justement. Lavoravo con Colette a Gerusalemme, la mia magnifica insegnante che insegnava particolarmente attraverso Sogno da Sveglio negli ultimi anni. Et donc, découragé, je lui dis, mais Colette, on n'arrivera jamais à surmonter toutes nos peurs. Il dicevo, un po' scoraggiato, Colette, non si arriverà mai a superare tutte le nostre paure, parce que, je veux dire, partout où je me tournais, j'en trouvais, perché dovunque mi rigiravo, ne trovavo. Et je suis pas, a priori, je suis pas du stile peureux. Non sono diciamo, un archetipo di una persona dominata dalla paura, même pas à cette époque-là, mais en travaillant sur la descente des profondeurs, ça ressortait de tous les côtés. Lavorando un po' sulle radici del mio essere, uscivo un po' da tutte le parti questa paura. Et là, elle me dit, mais ne t'inquiète pas, en réalité, il n'y a qu'une peur, c'est la peur de la mort. Toutes les autres sont dérivées de cette peur de la mort. Et là, mi dice, ma non avere paura non è un problema, perché in realtà esiste una sola paura, tutte le paure, una sola paura, la paura della morte, e tutte le altre paure sono derivate da quella, di questa. Et ça a été illuminant. Et alors, c'est très intéressant ce qui se passe actuellement, è molto interessante ciò che succede attualmente, parce que quand vous mettez en avant la peur de la mort, eh bien, vous tirez toutes les peurs de l'individu en même temps. Donc, vous avez peur, vous êtes agoraphobe, vous avez peur des araignées, vous avez peur de gna gna. Toutes les peurs que vous n'avez pas résolues sont littéralement englouties en même temps dans la peur de la mort. Et ça fait que moins vous avez résolu de peur inconsciente et plus votre peur de la mort devient gigantesque. E alors dicevo che è molto straordinario perché hanno agitato in questo momento la paura della morte. Ma capite che, visto che la paura della morte riassume tutte le altre paure dell'individuo, che cosa fa? Che è come chiamare il capo di tutte le paure di una persona e tutte le altre paure arrivano seguendo la paura della morte, perciò che la gente sta in uno stato di panico totale perché attraverso questa paura della morte vengono requisite tutte le altre paure dell'individuo. C'est comme si la peur de la mort réquisitionnait l'intégralité des peurs de l'individu. Et vous comprenez à quel point il y a de quoi être complètement effondré. E la ragione per quale tanta gente sta crollando. Évidemment, bien sûr que ces gens-là ont besoin d'une aide e chiaramente che queste persone hanno bisogno di un aiuto. Et voilà, bon, après, je pourrais donner un tas d'exemples, mais je veux pas prendre un temps infini.
Et alors, et donc, si vous voulez, on peut dire que pour moi, cet aspect du travail sur l'émotionnel rejoint le travail psychologique et psychanalytique. Permet questo lavoro, diciamo, di risoluzione emozionale raggiunge il lavoro di terapia psicologica. Parce que si vous voulez, la thérapie psychologique, c'est très vaste. La terapia psicologica è un elemento molto ampio et qu'il n'y a pas que, on va dire, la théorie, l'application des théories traditionnelles freudiennes qui constituent des solutions efficaces aux problématiques de peur de l'individu, perché non ci sono unicamente le therapie, le tecniche derivate, diciamo, delle teorie di cura freudiana che rappresentano una soluzione terapeutica. Si vous voulez, les outils psychologiques sont très vastes pour aider les gens à surmonter leur peur. Et certains outils sont beaucoup plus rapides et efficaces que d'autres. Perciò ci sono tanti strumenti di terapia psicologica utilizzabili e alcuni sono molto più rapidi degli altri. Donc, si vous voulez, parfois il suffit, mais d'une toute petite étincelle pour qu'une tempête intérieure se calme. A volte basti una piccola scintilla per arrivare a calmare una tempesta intérieure gigante. Et donc, des outils comme le rêve éveillé, par exemple, sont des outils traditionnellement utilisés aussi par des branches de la psychologie et du traitement thérapeutique psychologique. Alcuni strumenti come il sogno da sveglio vengono utilizzati come delle terapie estremamente efficienti. Et vous savez que le rêve éveillé a été créé par De Soil en France. On va dire que Colette a continué le travail de De Soil, l'a complété, elle était elle-même thérapeute avant de le rencontrer, mais en Italie, Assagioli a aussi développé et vraiment en fondant des écoles extrêmement connues et reconnues qui utilisent le rêve éveillé. Et sapete che il sogno da sveglio è stato creato da De Soil. Et vous voyez, là, j'ai justement, bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai un livre de De Soil qui n'est plus édité en français, mais qui l'est encore en italien, je ne sais pas si vous voyez, parce que justement, Assagioli a continué le travail de De Soil. Et là, c'est théorie et pratique du rêve éveillé guidé. Hein? E perciò ho questo libro sulla mia tavola perché questo libro, che è la base dell'argomento di De Soil, esiste solo in italiano adesso perché Assagioli ha diffuso completamente il lavoro. Et alors, si vous voulez, bon, je terminerai là-dessus. J'ai récupéré aussi en thérapie énormément de gens qui avaient des années et des années de thérapie freudienne derrière eux et qui n'avaient vraiment et qui continuaient à être envahis par la peur. Ho recuperato un mare di persone che avevano anni di terapia dietro di loro, ma che continuavano a essere pieni di paura. Un cas très particulier, un exemple, j'ai un très bon ami qui était depuis 15 ans au moins en thérapie. Avevo un amico che da 15 anni era in terapia. Je connaissais parfaitement sa problématique, les causes,
Et plusieurs fois, j'avais proposé mon aide, il ne voulait pas. Bon. Alors, varie volte io lo conoscevo bene, conoscevo assolutamente le cause della sua problematica, avevo proposto il mio aiuto, ma non volevo. Bon, un jour, j'étais chez lui et je lui dis, écoute, ça suffit, tu ne vas pas continuer à dépenser une fortune toutes les semaines, ça fait plus de 15 ans que tu es en thérapie. On lui dit, ma basta, non puoi continuare a spendere delle fortune, da più di 15 anni sei in terapia, en une séance, je peux te proposer un travail qui va éradiquer la problématique à la racine. E gli dico, in una seduta ti posso proporre un lavoro che va a eradicare, diciamo, la problematica alla radice. Et j'étais sérieux, je savais, je ne le disais pas pour lui faire plaisir, e stavo serio, non gli dicevo per essere gradevole con lui. Il me dit, mais si ça marche, est-ce que j'aurai encore besoin, si ça marche, je n'aurai plus besoin de voir ma thérapeute? Lui mi dice, ma se funziona non avrò più bisogno di vedere la mia terapeuta. E je dis, non, tu n'auras plus besoin. E io dico, rispondo, no, non avrai più bisogno. Alors il me dit, bah alors ça ne m'intéresse pas. Alors il me dit, alors non m'intéresse. Parce qu'il avait évidemment un attachement, on va dire, total à sa thérapeute. Voilà, bon, alors je n'ai pas insisté. Hein. 3 semaines après, il m'appelle perché non ho insistito. 3 settimane dopo mi chiama, vraiment émotionnellement très perturbé, hein, mi chiama molto perturbato, et là il me dit, ah, tu sais pas ce qui arrive? Il me dit, sai che cosa è successo? Ben, je dis non, évidemment, je dis que non. Il me dit, ma psychologue vient d'être assassinée par un de ses patients. E mi dice, la mia psicologa è stata appena assassinata da uno dei suoi pazienti. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est le prix à payer du transfert psychologique quand il est entretenu par le thérapeute pour rendre le patient dépendant. Questo è il prezzo da pagare sulla problematica del trasferto quando è trattenuto dal paziente per mantenere, dal terapeuta per mantenere il paziente sotto controllo. Voilà, donc, et si vous voulez, le but d'un nombre considérable de psychologues n'est pas de guérir leurs patients, c'est de gagner de l'argent avec eux. Lo scopo di tanti terapeuti non è di aiutare il paziente, ma è di fare soldi con questo. Et toute la thérapie freudienne est conçue pour durer des années pour remplir les poches du thérapeute. E tutta la terapia freudiana è concepita per durare anni a fin di riempire les tasques del terapeuta. Et alors, comment ils font pour se remplir les poches et rendre le patient dépendant? Come fanno per riempirsi le tasche e rendere i pazienti dipendenti? Ils travaillent uniquement sur le fait de faire parler le patient de sa souffrance. Fanno unicamente parlare il paziente della sua sofferenza et il ne donne au patient aucun outil pour remonter à la cause de la souffrance e non danno al paziente nessun strumento per risalire alla causa della difficoltà. Et vous savez que, bien sûr, ça a été quand même dépassé, le monologue du patient devant le thérapeute qui ne le regarde même pas, ce que faisait Freud. Hein, bien, alors, il meccanismo tradizionale che consisteva per il paziente a parlare tutto il tempo senza nessuna
nessun intervento del terapeuta è stato superato. Mais en général, il y a énormément de thérapeutes qui ne sont pas intervenants. Bon, il y en a des magnifiques maintenant, hein. La psychologie a évolué, Dieu merci. Ma perciò la psicologia ha evoluto. Ci sono dei terapeuti magnifici in psicologia tradizionale. La branche jungienne a fait beaucoup avancer les choses. Il ramo jungiano ha molto fatto andare avanti. Mais il y a toujours une tendance à ne pas aider le patient à remonter à la cause, et tant qu'on ne remonte pas à la cause, il n'y a pas de guérison possible. Hein. Et parce que pour remonter à la cause, il faut aussi que le patient, que le thérapeute soit brillant. Hein. E comunque ci sono poche... anche se ci sono dei terapeuti magnifici che lavorano sul fatto di andare alla causa, la maggior parte non lo fa e se non risali alla causa non puoi avere risultati. Et je donnerai un dernier exemple. J'ai détecté des dépressions aiguës qui venait de situations vécues par l'enfant quand il était dans le ventre de sa mère. Ho visto delle situazioni di depressione acute di una persona di 40 anni che veniva di situazioni estremamente pesanti vissute dalla madre mentre era incinta di questo bambino. Imaginez que la mère perd son père qui est vraiment le centre de sa vie pendant qu'elle attend son enfant. Imaginate qu'elle perd son père, elle perd son compagnon qu'elle aime qui est le père de l'enfant. Bon, immaginate che mentre la madre sta aspettando il figlio perde sia il suo padre a quale era molto attaccato o il suo compagno che il padre del bambino che amava molto, si vous voulez, elle va vivre un état de dévastation intérieure, va vivere uno stato di devastazione interiore e l'enfant, il sert d'éponge, il bambino serve di spugna, absorbe tout, et il a donc une bombe à retardement qui va exploser plus tard en lui, qui va exploser plus tard dans sa vie. E perciò ha una bomba a ritardimento dentro di sé che esploderà più tardi nella sua vita. Et comment voulez-vous que quelqu'un se souvienne de ce qui lui est arrivé quand il était dans le ventre de sa mère? E come volete che una persona si possa ricordare di ciò che ha vissuto mentre stava nella pancia della sua madre? Donc, si vous voulez, il y a une obligation de, on va dire, d'intervention du thérapeute pour aider le patient. Perciò c'è un intervento obbligatorio del terapeuta per aiutare il paziente parce qu'il y a des informations qui ne sont pas interprétables par le patient et il y a des informations auxquelles le patient ne peut pas se raccorder. Perché ci sono delle informazioni che non sono interpretabili dal paziente e altre situazioni in quale a quale il paziente non ha neanche accesso, alcune memorie a quale non ha accesso. Et ça, c'est le merveilleux domaine de l'inconscient. Si vous voulez, dans l'inconscient, on a tout un tas d'événements qui nous habitent e qui vont déterminer le futur de notre esistenza, perciò dentro di noi un mare di memorie sono registrate che vanno determinare alcuni momenti della nostra vita. Et c'est pour ça que la déprogrammation émotionnelle de toutes nos mémoires de souffrance du passé est une clé pour moi de la transformation, est une clé essentielle pour surmonter les peurs. E perciò che permet la déprogrammation emozionale di tutte le memorie di sofferenza registrate nella vita di una persona è una chiave essenziale per superare le paure. Après, si vous voulez,
ce n'est jamais un hasard si une personne est attirée vers tel thérapeute plutôt que tel autre, vers tel système de thérapie plutôt que vers un autre. Nello stesso tempo non è mai un caso se una persona è attirata da un certo tipo di terapia, da un certo tipo di metodo terapeutico o da un terapeuta determinato. Et là, c'est la loi d'attraction et la loi d'affinité qui jouent. Et qua c'è la legge di attrazione e la legge di affinità che gioca. Et on peut apprendre énormément d'un très mauvais thérapeute. C'est ça qui est fantastique. E uno può imparare moltissimo di un terapeuta pessimo. Et ça, si vous voulez, c'est la dimension personnelle de l'individu qui va faire la différence. Et quoi est la dimensione personale dell'individuo che va fare la differenza. Et voilà, donc, mais c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de gens ont un besoin d'aide viscérale. È vero che attualmente un mare di gente ha un bisogno di aiuto straordinario et que, voilà, et que rappelons-nous qu'une des lois psychologiques de base, c'est que nous attirons dans la vie tous ceux dont nous avons peur. Ricordiamoci di una legge terapeutica di base, attiriamo nella nostra vita tutto ciò di quale abbiamo paura. Et vous comprenez à partir de là à quel point il est fondamental de travailler sur nos peurs pour ne pas attirer dans notre vie ce dont nous avons peur. E capite perché è tanto importante di lavorare sulle paure per non attirare nella nostra vita giustamente le cose di quali abbiamo paura. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question, spero di aver risposto alla domanda, mais essayez toujours d'aller vers un système thérapeutique qui remonte aux causes. Cercate sempre di scegliere un sistema terapeutico che vi aiuterà a risalire alla causa delle problematiche. Je terminerai là-dessus, terminerò su questo. Si vous voulez, en psychologie, on dit qu'il y a une cause programmante e des cause déclenchante. In psicologia si dice che c'è una causa programmante e dopo delle cause scatenanti. Par exemple, vous êtes abandonné par votre mère dans le premier mois de votre vie. C'est un programme d'abandon. Per esempio, siete abbandonati dalla madre durante le prime settimane di vita. Ricevete un programma di abbandono. Eh bien, dès lors que vous avez un programme, l'abandon va se répéter tout au long de votre vie. Se avete un programma, si va ripetere a lungo di tutta la vostra vita. Parce que et ce programme, c'est une peur panique de l'abandon. Et quoi, ce programme è una paura panica dell'abbandono. Donc, on retrouve toujours la notion de peur. Si ritrova sempre la notion di paura. Et alors, le but, donc à chaque fois que vous allez revivre un abandon, vous allez être de plus en plus mal. Ogni volta che vivrete un nuovo abbandono, andrete sempre più male. Donc, chaque abandon va augmenter la blessure de départ. Ogni abbandono successivo va amplificare la ferita dell'inizio. Mais en même temps, c'est grâce à ces abandons successifs que vous allez pouvoir remonter à l'origine et déprogrammer le programme de base. Ma è grazie a tutti questi abbandoni successivi che potrete risalire al programma di origine e deprogrammarlo. Donc, si vous voulez,
c'est comme si notre psychisme nous remettait tout le temps dans un certain type de situation dans le but de la mener à résolution. Hein? Ça, c'est la stratégie de notre inconscient. La strategia del nostro inconscio è di proporci sempre la problematica di base per obbligarci finalmente, per non soffrire di più, a risalire alla problematica di base. Et on dit en psychologie que quand on remonte à la situation programmante, on è guéri. E si dice in psicologia che quando riusciamo a risalire alla situazione programmante, uno è guarito. Voilà. Et bon, vous savez, j'ai donné beaucoup de formations en psychogénéalogie aussi, et on était tout le temps en train de rechercher les situations programmantes qui souvent ne viennent même pas de nous, mais se trouvent dans notre généalogie. E ho dato molte formazioni in psicogenealogia e sempre si trattava di cercare di risalire diciamo, alle cause programmante delle difficoltà delle persone, perché questo permette veramente la terapia di fondo. Voilà, donc... mais c'est un travail passionnant et ça c'est la descente dans nos profondeurs et il faut le faire, on ne peut pas faire l'économie de ça si on veut grandir e aller bien. Ma è un lavoro appassionante di quale non possiamo fare l'economia e scendere nelle estre profondità e indispensabile se vogliamo crescere e avvicinarsi sempre di più alla felicità. Voilà, donc, bon, j'ai déjà annoncé que je m'arrêtais, cette fois je m'arrête. Ho già annunciato che mi fermavo e non l'ho fatto, perciò questa volta lo faccio. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, grazie tanto di avermi ascoltato.